on est back avec un nouveau vidéo. Wouhou! Et aujourd'hui, je me suis dit, hey, pourquoi on n'apprendrait pas un peu l'histoire du zéro déchet ensemble? Parce que j'essaie de pratiquer ça de plus en plus dans ma vie, de faire plus attention à ma consommation. Mais je me suis dit, ok, mais là, girl, comme tu fais ça, mais tu sais même pas d'où ça vient, tu sais pas l'historique, fait qu'il faudrait que j'en apprenne un peu. Fait que c'est ça que j'ai fait et là, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai appris. So, stick around and learn avec moi, professeur Salomé! Donc avant qu'on rentre dans toute l'historique de ce mouvement, qu'est-ce que c'est que le mouvement zéro déchet pour ceux qui ne le savent pas? C'est un mouvement où on essaye de produire le moins de déchets possible. Moi, je le vois surtout relié comme au plastique où on veut être plastic free. C'est beaucoup aussi un mouvement où il faut penser une consommation plus circulaire et pas linéaire comme on a présentement. C'est un mouvement aussi qui s'inspire des 5 R, donc refuser, réduire, réutiliser, recycler et redonner à la planète. Et là maintenant, professeur Salomé mode on, je vais commencer à essayer de vous enseigner ça. Mais premièrement, je voulais juste vous dire que j'ai quand même eu assez de difficultés à faire mes recherches. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations ou que, selon moi, le narratif de l'histoire que je disais n'était pas vraiment vrai. Si ça disait, ouais, ça a commencé en 2004 en Californie, puis j'étais comme, hein? Impossible là. Genre c'est sûr que plein de communautés avant ça ont pratiqué ça mais que c'était juste pas le terme rendu populaire. Donc comment j'ai décidé de vous expliquer ça? C'est premièrement une première partie où je vous montre les communautés qui ont vraiment pratiqué ce mouvement il y a des centaines et des centaines d'années, mais qu'il n'y avait juste pas le terme popularisé. Puis ensuite, je vais vous parler un peu des gens qui l'ont commercialisé puis rendu populaire au grand public et aux différentes classes sociales. So, yeah. On doit vraiment remercier les communautés autochtones, noires ou personnes de couleur pour un mode de vie zéro déchet parce que eux ils pratiquent depuis des centaines et des centaines d'années. Ils pratiquent vraiment un mode de consommation circulaire ou par exemple les communautés à plus faible revenu qui eux ont toujours dû pour survivre penser à un moyen de toujours réutiliser leurs ressources. Comment survivre avec peu, qui est le moyen qu'on applique présentement mais qu'on s'est un peu approprié. Mais c'est ces communautés-là qui l'ont toujours pratiqué. Une autre preuve que le mouvement zéro déchet date de il y a des centaines et des centaines d'années, je vais vous parler du peuple des Aztèques, sont vraiment trop cool. Donc il y a plus de 700 ans où est situé aujourd'hui le Mexique. Quand les Aztèques ont décidé de devenir nomades, ils se sont rendus compte genre oh damn, il n'y a plus de place proche des lacs, fait qu'on va se construire. Et là, attention à la prononciation, des Chunampas. Chinampas. Ça. C'est des petites îles dans le fond qui ont construit sur les lacs. Puis autour de ces petites îles-là, donc il y avait un lac tout autour. Puis c'est là qu'ils construisaient leur petit potager, leur champ, leur culture. Puis eux, ils faisaient vraiment aucun déchet. Fait que toute matière organique, fait que mettons tout leur reste de bouffe ou d'agriculture, ils mettaient ça sur leur chunampas. Donc ça crée un fertiliseur pour leur culture. Donc c'est comme les OG du compost, eux autres là. So, we didn't invent anything! Puis, même, ok, que ça, je trouvais ça vraiment drôle, ils utilisaient les excréments humains comme fertilisateurs. Puis, à ce qui paraît, c'était le meilleur des fertilisateurs. Fait que, pensez-y bien, peut-être qu'un scientifique ici, là, pourrait essayer de réinventer notre système de toilette, je sais pas. Ils utilisaient même l'urine, ok, puis ça m'a full fait rire, comme fixateur pour teindre leurs vêtements. Puis, il accordait aussi beaucoup d'importance à l'éducation, ce que je trouve vraiment trop cool. Donc, chaque jeune fille et jeune gars devait aller à l'école, puis il leur apprenait un peu comment être un bon citoyen, comment bien utiliser les ressources, comment rien gaspiller. Puis aussi, ils étaient très sévères et stricts avec plein de règles pour
pas polluer, ou si, admettons, il y a quelqu'un qui coupait un arbre puis il avait pas le droit, il pouvait être puni et même avoir une sentence de mort. Puis ce qui était vraiment cool aussi, c'est qu'ils tenaient vraiment accountable les riches parce que eux, ils les voyaient comme role models. Désolé mes anglicismes là, c'est parce que l'article est en anglais, fait que des fois c'est difficile à traduire. Mais bref, je trouvais ça vraiment chouette que ils voient les riches comme modèles, pas comme nous, qu'on les pardonne un peu ou on les excuse toujours un peu parce que they have money. Eux, ils s'en foutaient bien, ils étaient comme hey non là, tu vas pas nous polluer notre affaire parce que t'es riche mon petit. Fait que très admirable ces Aztèques. Il y avait aussi des Pépénila, et là encore une fois, désolé de la prononciation. Eux, c'était des soldats qui s'occupaient un peu de s'assurer de garder les îles propres. Donc, ils se promenaient, puis ils essayaient de voir s'il y avait aucun déchet qui traînait. Puis, ils étaient aussi un peu des agents de voir s'il y avait des ressources, comment ils pouvaient les réutiliser. Ça, par contre, ça a été gardé. Donc, encore aujourd'hui au Mexique, il y a des pépis. Bon, là ici vous allez pouvoir voir mon manque de culture et d'historiennité. Mais les Aztèques se sont fait envahir par les Espagnols, puis quand les Espagnols ont vaincu les Aztèques, ben ils ont juste enlevé ce no waste mouvement-là, donc on l'a perdu un petit peu, mais quand même, on devrait peut-être faire plus de recherches et s'inspirer de ce peuple-là parce que c'est quand même très bien ce qu'ils faisaient. Ok, et là si on va back en Californie, en 1980, Daniel Knapp et sa femme fondent Urban Ore et veulent démontrer que dans les sites de dépotoir, il y a plein d'items qui peuvent être réutilisés et redonnés à leur communauté. Eux, leur but c'était de remplacer tous les dépotoirs par des sites de recyclage. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait des camions, puis ils se rendraient dans les dépotoirs, puis qu'ils fouillaient dans les déchets pour trouver des items qu'ils pouvaient réutiliser, revendre, pour prouver leur point. Puis c'est devenu vraiment populaire. Puis ils parlaient du terme de Total Recycling, qui selon moi est un peu une porte d'entrée vers le zéro déchet plus commercial. Un autre fun fact sur lequel je suis tombée lors de mes recherches, c'est une ville au Japon qui sont presque ou essayent d'être zéro déchet depuis 1990. C'est la ville Kamikatsu. Sorry, une petite ville au Japon. Avant eux, ok, leurs habitants, genre ils mettaient tous leurs déchets dans leur cour puis mettaient le feu là-dedans, puis c'était leur façon de se débarrasser de leurs déchets, ce qui est vraiment très dangereux parce que ça crée plein de gaz qui peuvent être nocifs pour les citoyens et pour la planète. Donc les personnes en charge ont décidé de changer ça, donc bravo, props à vous. Puis ils ont établi des règles vraiment strictes pour se débarrasser de leurs déchets. Fait que par exemple, il y a comme 45 catégories quand tu te débarrasses de ton recyclage. Et ça leur a permis de recycler à 80%. Puis juste un comparatif, les autres villes, eux, sont à 20%. Ok, donc là maintenant, je vais vous parler de comment le zéro déchet a été plus commercialisé, a connu des termes plus industriels et comment des influencers comme moi en parlent maintenant sur leur chaîne. Donc, c'est en 2004 que le terme voit le jour lors de, et là je dois lire, attention, du Planning Group of the Zero Waste International Alliance. Donc, pour eux, ce que ça veut dire, et ça c'est la définition un peu du Zero Waste qu'ils ont établi à cette époque, ils voulaient, et là je vais lire, que les produits soient faits de façon responsable et viennent de sources éthiques, qui soient créés pour être réutilisés et pas juste jetés dans un dépotoir. Donc, on revient ici à la consommation circulaire. Puis que sa création n'allait pas impacter les communautés et l'environnement. Le mouvement devient vraiment populaire en 2014 grâce à Bea Johnson qui a publié un livre qui s'appelle Zero Waste Home, dans lequel elle explique comment elle et sa famille ont pu réduire leurs déchets à 1 kg par année. Une petite comparaison, au Québec en moyenne, une famille fait 700 kg de déchets par année. Donc elle avec son 1 kg est bonne. Mais c'est ça, c'est pas... Elle, comme je vous ai prouvé
plus tôt dans le vidéo. Tu sais, elle s'est vraiment inspirée du mouvement zéro déchet des autres communautés, elle s'est un peu appropriée, puis elle a mis un livre puis c'est devenu immensément populaire. Mais voilà. Mais quand même, props à elle d'avoir fait juste 1 kilo de déchets par année, là, elle est bonne. En 2015, ça devient plus populaire au Québec où on voit apparaître nos premières épiceries zéro déchet, où les petits commerces commencent à vendre de plus en plus de produits pour pratiquer le zéro déchet. Alright gang! Donc c'était tout pour mon vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'origine de ce fameux mouvement du zéro déchet. Si vous voulez avoir d'autres vidéos plus éducatives ou d'autres tips and tricks, subscribe! Ça va me faire ma journée for real. Puis sinon, like, comment et passez une magnifique journée!